Bonjour et bienvenue dans cet atelier consacré au sujet de la newsletter du thérapeute. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous allez comprendre pourquoi. Et surtout un sujet que je suis très heureuse de venir partager avec vous. Donc un grand merci à l'équipe de la Voix des thérapeutes de m'avoir fait confiance, de m'avoir invité pour venir vous parler donc de la newsletter et pourquoi. Déjà dans un premier temps on va voir pourquoi selon moi il est important d'investir cet outil, ou en tout cas de le considérer, et comment s'y prendre quand on est thérapeute, si on souhaite lancer une newsletter ou relancer si on avait déjà fait quelques essais auparavant. Je vais prendre 2-3 minutes pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Alexandra, je suis experte communication et marketing et copilote business digital. Je suis basée à Bordeaux, mais j'interviens principalement en ligne. J'ai créé dans ma structure Studio Curo en 2022. Alors, non pas pour donner des cours de yoga, même si j'adore ça, c'est un petit jeu de mots. C'est plutôt un studio digital qui me permet en fait euh, d'aider les professionnels, les entrepreneurs des métiers de l'accompagnement, c'est-à-dire les coachs, les thérapeutes, les formatrices, les praticiennes bien-être, les aider en fait à créer et déployer un univers digital. Alors un univers digital qui est source d'abondance, on est d'accord, c'est quand même le premier objectif euh, avec lequel on se tourne bien souvent vers le marketing. Mais ce qui me semble encore plus important dans ce contexte-là, c'est de créer un univers digital qui soit aussi source de joie, qui soit aligné avec vos valeurs, avec vos projets qui sont souvent empreints d'une vocation, d'un sens, d'une mission forte. Et donc pour moi, l'univers digital qu'on va créer, il faut qu'il reflète ça. Et surtout, il faut qu'il soit cohérent et tout à fait respectueux avec votre façon de fonctionner, puisque cet univers digital, bah, clairement, c'est pas votre métier principal. Donc, il est là pour venir vraiment pour vous aider à développer votre activité pendant que vous êtes en train de faire votre vrai métier, c'est-à-dire soigner, accompagner, transformer, etc. C'est vrai que je parle très souvent en féminin parce que 99% de mes clientes, ce sont des femmes, mais évidemment, il n'y a aucune... voilà, il ne faut pas le prendre personnellement. Tout le monde est le bienvenu, évidemment, pour venir échanger avec moi sur ces sujets-là. Euh, donc j'ai une expérience en marketing et communication. Dans un premier temps, j'ai travaillé dans le domaine de la culture, dans plusieurs différents musées, au château de Versailles, musée du Quai Branly, dans des galeries d'art sur Paris. Et ensuite, sachant que le développement personnel et toutes mes recherches un petit peu dans ce terrain aussi bien en yoga, bien-être, etc. C'était un petit peu en parallèle de ce parcours-là, jusqu'au jour où les deux se sont joints pour mon plus grand bonheur. Donc je prends beaucoup de plaisir du coup aujourd'hui à adapter en fait ces techniques, ces stratégies en fait marketing traditionnelles. Je prends beaucoup de plaisir à les adapter du coup à l'univers bien particulier de l'accompagnement. Et donc j'ai une approche que j'appelle donc le marketing doux ou le marketing conscient. C'est une façon de pratiquer le marketing où on va en fait vraiment se concentrer sur la partie authentique, bienveillante. On va être très à l'écoute aussi des clients, enfin des patients, ou en fonction de comment vous les appelez. Euh, et j'ai un regard, vous verrez, qui est quand même assez structurant, donc avec vraiment toujours la recherche d'un fil rouge et le fait de pouvoir avoir en fait une vision globale sur ce qu'on fait et pourquoi on fait les choses. Je ne vous ferai jamais faire une technique marketing juste parce que c'est tendance. Pour moi, il faut vraiment que ce soit voilà, que ça fasse sens pour vous par rapport à votre fonctionnement, par rapport
sur là où vous voulez aller. Donc toujours en accord aussi avec votre vision du succès qui vous appartient complètement, qui n'a rien à voir sans doute avec la vision d'une voilà, une grosse entreprise. Le déclic, quand je vous parle de ça, il faut savoir que le déclic, il m'est venu en fait quand une cliente, un jour une cliente m'a dit alors j'adore travailler avec toi parce que quand je travaille avec toi, j'ai la sensation de travailler pour moi et non pas pour une grosse entreprise genre Meta. C'est vrai que je le faisais assez naturellement, mais vous verrez même par rapport à l'approche que j'ai de l'email. J'aime bien mettre les outils en fait à leur juste place d'outils qui sont vraiment au service de vos objectifs et non pas l'inverse. Donc ma mission, elle va être vraiment de vous aider à bâtir un univers digital qui soit cohérent et efficace pour vous. Encore une fois, vraiment toujours en accord avec vos valeurs, votre énergie, votre mission. Donc aujourd'hui, je vous parle de newsletter puisque pour moi, c'est un sujet qui est très important quand on développe son activité digitale. Pour plusieurs raisons qu'on explorera juste après. Mais évidemment, si vous sentez que c'est pas forcément la voie vers laquelle vous avez envie d'aller, il n'y a aucun souci. Il y a enfin, il n'y a pas une technique, il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas une façon de faire les choses. Mais le tout est de trouver vraiment le bon fonctionnement qui est porteur d'épanouissement, de succès pour vous. Alors, l'autre programme du jour, il va suivre donc ce fil rouge là. Donc, dans un premier temps, on va parler donc de la stratégie email. Pourquoi en avoir une, selon moi. Et ensuite, on va parler vraiment du sujet du jour, donc de la newsletter, qui est, on va dire, dans l'univers de l'email, qui va être, on va dire, un peu la première chose, la première technique vers laquelle on va se tourner. Comment la relancer ou voilà, la lancer si vous n'avez jamais lancé une. Mes conseils pour que vous arrivez en fait à créer ou voilà, à relancer une newsletter cohérente et efficace. Ensuite, je vous montrerai quelques exemples de newsletters de thérapeutes que j'ai reçus et que je trouve intéressantes. Non pas pour vous donner un exemple absolu en vous disant c'est ça qu'il faut faire à tout prix, mais plutôt pour vous donner des pistes, voilà, des billes par rapport à ce qui se fait, ce qui est possible. Et ça vous aidera peut-être à vous projeter un petit peu mieux et voir ce qui pourrait être possible pour vous. Comment aller plus loin, je vous parlerai dans cette partie-là, même si je sais que vous êtes déjà familier avec les lead magnets, donc les freebies, et vous avez fait sûrement le travail proposé sur votre fiche Google et votre site. Il y a quand même quelques petites autres choses à faire, toujours dans l'ensemble de cette stratégie, dans cet univers que vous êtes en train de créer. Donc c'est vraiment du complémentaire. Allons-y. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander de prendre un petit cahier, peut-être mettre la vidéo sur pause, d'aller chercher un petit cahier, un stylo et de prendre 5 minutes pour faire une introspection. Souvent je propose des introspections quand j'interviens en live. Aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas, mais vraiment si vous prenez le temps de réfléchir, de poser un petit peu voilà, l'état des lieux et vos objectifs en termes d'email, je serais très heureuse d'avoir un petit retour. Donc n'hésitez pas à me contacter et me parler un petit peu justement de ce que vous avez noté dans ces parties introspection qui reviendront 2-3 fois dans l'atelier. Donc, dans un premier temps, j'aimerais bien que vous preniez conscience en fait de ce qui est aujourd'hui, de l'état des lieux là vraiment à l'instant T. Donc, est-ce que vous avez un compte sur un logiciel d'emailing? C'est déjà la première question. Est-ce que vous êtes familier avec ce type de logiciel? Il y en a plusieurs. Donc, ceux qui sont les plus connus, que vous avez peut-être déjà entendu, c'est donc MailerLite, Mailchimp. En français, il y a Brevo. Enfin, il y en a quelques-uns sur le marché.
Si oui, donc lequel vous utilisez ou lesquels vous avez utilisé et quelle est votre utilisation aujourd'hui? Est-ce que vous vous en servez de façon active ou est-ce que vous avez créé un compte et puis c'est resté un petit peu dans un coin, donc aucun jugement. Est-ce que vous avez déjà lancé une newsletter? Est-ce qu'elle est en place, elle est fonctionnelle, ou est-ce que c'est plutôt à l'état d'essai? Et à quelle fréquence vous l'envoyez? Donc c'est vraiment la première, voilà, la première chose dont je voudrais qu'on prenne conscience ensemble, pour ensuite aller vers notre objectif ici et maintenant, qui va être en fait, l'objectif de cet atelier va être, comme je vous disais déjà dans un premier temps, de vous aider à comprendre les enjeux de l'email dans le développement de votre activité pour que vous puissiez prendre une décision où vous allez mettre votre temps, votre énergie, voilà, vos ressources aujourd'hui et vous transmettre quelques clés de base pour vous aider à relancer votre newsletter ou la lancer si ça n'a jamais été fait, votre newsletter de thérapeute. Alors pour moi, l'email est un levier vraiment essentiel du développement d'une activité en ligne pour plusieurs raisons. La première raison, qui est pour moi une des plus importantes et dont j'aimerais vraiment que vous preniez conscience parce que c'est vrai, c'est quelque chose que je vois tout le temps et qui est tout à fait normal puisque c'est, on va dire, le message dans lequel on baigne tous quand on se connecte sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on a un peu cette impression que les réseaux sociaux font tout, qu'il faut absolument y être de façon hyper intensive, investie, et que autrement on va pas réussir en tant qu'entrepreneur. Euh, j'ai déjà pu voir voilà, dans différents contextes que c'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'en sortent très très bien, qui ont vraiment des activités florissantes sans forcément être sur les réseaux sociaux, puisqu'ils ont trouvé d'autres moyens de toucher des nouvelles personnes et de développer leur clientèle. Je vous dis pas qu'il faut pas être sur les réseaux sociaux, pas du tout. Je pense que les réseaux sociaux sont un superbe outil, mais il faut ne jamais oublier que ce n'est qu'un outil et que à chaque fois qu'on l'utilise, tacitement en fait, on accepte les règles du jeu, donc une sorte de contrat un petit peu implicite avec Meta, qui est le contrat suivant, c'est-à-dire donc Meta nous met à disposition un outil de façon gratuite, parce que bon, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'acheter de compte payant pour Instagram notamment, ou pour LinkedIn, etc. Donc ces grosses entreprises, donc ok, ils nous mettent à disposition ces outils de façon gratuite, mais ce n'est pas un cadeau, c'est-à-dire que c'est quand même leur business model, il faut être bien conscient de cela. C'est leur business model est le suivant. Je vous mets à disposition quelque chose de gratuit. En contrepartie, en fait, vous travaillez pour moi. Donc, en fait, à chaque fois qu'on se connecte, à chaque fois qu'on crée du contenu sur les réseaux sociaux, en fait, c'est notre façon, en fait, de payer quelque part pour avoir accès à ces outils-là de façon gratuite. En fait, c'est nous qui créons tous les jours la valeur de ces outils. Donc, il faut que la balance soit équitable, c'est-à-dire que à chaque moment, il faut vous dire, est-ce que le temps que je mets dans ces outils, euh, est-ce que vraiment j'ai du retour sur investissement en fait? Est-ce que j'arrive à capter en fait suffisamment de clients ou suffisamment de contacts? En tout cas, est-ce que j'ai la sensation d'être dans une relation équilibrée? Si ce n'est pas le cas, c'est pas du tout. Voilà, souvent on se met dans une position un peu, oui, mais il faut quand même y être. Voilà, sinon je vais pas réussir, etc. On peut y être de plein de façons différentes et c'est vraiment le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est que une fois quand on se connecte sur Instagram, typiquement, on a toujours, au bout de 15 minutes, vous avez bien compris que, voilà, on vous met un peu la pression, oui, il faut poster pour l'algorithme, etc., il faut telle fréquence, il faut tel contenu, il faut... nanana. Donc en fait, c'est très très facile de croire cela. Et parfois, on peut prendre aussi plaisir, on peut prendre plaisir à ce jeu-là, jusqu'au jour où en fait on se retrouve dans une posture un peu influenceur, influenceuse, alors qu'on n'en est pas une.
C'est-à-dire que pour moi, clairement, quand on est thérapeute, notre métier c'est thérapeute déjà dans un premier temps. Et si on passe 1 voire 2 jours par semaine sur les réseaux sociaux, ce qui est le cas de certaines personnes, pour moi c'est déséquilibré. Sauf si vraiment vous avez la volonté de devenir, voilà, d'être un peu sur ce modèle d'influenceur, influenceuse. Mais clairement, ce temps-là est disproportionné, ou il n'est pas du tout assez efficace. Donc, d'autant plus que quand on est sur les réseaux sociaux, donc toujours dans la logique de ce contrat un peu implicite, en fait, on est un peu comme si on était dans un terrain loué. On est dans un terrain où on travaille en fait pour quelqu'un, mais notre travail ne nous appartient pas. C'est-à-dire que tout le contenu concret, voilà, l'audience qu'on va développer, finalement, ça correspond à un fichier contact derrière, sauf que ce fichier contact ne nous appartient pas. Et pourtant, il a été quand même durement gagné avec beaucoup beaucoup d'heures de travail. À aucun moment on ne peut l'exporter, on ne peut aller sur un autre outil, ou on ne peut avoir notre mot à dire si par exemple Meta décide de fermer un compte ou de le bloquer pour une raison. Bien souvent c'est des robots qui décident par rapport à des critères précis. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Parfois c'est très très injuste, et parfois on comprend même pas pourquoi ça a été fait. Notamment ça m'est arrivé plusieurs fois dans le cadre de comptes autour du yoga, que le contenu ou le compte soit suspendu parce qu'il viole une clause de nudité par exemple. Sauf que, bon, objectivement il y avait pas vraiment de souci, c'est juste qu'il y avait quelques personnes qui étaient en débardeur, etc. Sur les photos. Donc c'est vrai que quand on se retrouve dans cette situation-là, et quand vraiment on a mis tous les œufs dans le même panier, et qu'on a énormément travaillé notre compte, etc., que c'est vraiment la source principale de contact à ce jour-là, c'est voilà, c'est très 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 décevant. Donc souvent c'est une façon de mettre en garde. Un autre exemple que je peux vous donner qui va peut-être vous parler, toujours dans l'univers du yoga notamment, puisque c'est un univers que j'ai beaucoup côtoyé au moment du Covid. J'ai eu plusieurs professeurs de yoga avec qui je discutais, qui me disaient oh là là, comment je vais faire, parce que en fait les maintenant c'est voilà, c'est le Covid, et puis en fait je n'ai jamais travaillé mes emails, je n'ai jamais demandé les adresses de mes élèves, je n'ai aucun moyen de les contacter, je n'ai aucun moyen de leur proposer typiquement des cours en ligne à distance. Donc c'est une dépendance là d'un studio par exemple, ou une dépendance d'un... Voilà, pourtant ces mêmes profs de yoga là, ils avaient des comptes sur les réseaux sociaux, mais ces comptes-là n'étaient pas suffisants pour vraiment joindre les élèves, c'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes fichiers déjà, entre voilà, toutes les personnes qui sont vos clients ne sont pas forcément celles qui sont présentes sur vos comptes des réseaux sociaux, donc les fichiers clients ne se croisent pas forcément. Mais dans tous les cas, ce que j'ai envie de vous faire prendre conscience ici, c'est vraiment le fait d'être un petit peu ouais, un peu malin, un peu intelligent, et de vous dire ok, moi je veux bien être dans cette relation en fait, que ce soit par rapport aux réseaux sociaux ou par rapport à certains partenaires ou certains cadres voilà, de collaboration. Euh, mais toujours avoir un petit peu là, de se dire en fait mon intérêt c'est de récupérer les adresses de mes clients, c'est-à-dire c'est quand même des personnes qui sont venues qui sont intervenues avec vous, qui ont eu un échange avec vous. Donc vous avez, à mon sens, tous les droits de pouvoir les contacter, de pouvoir leur parler de ce que vous faites, tout simplement. Donc c'est pour ça, pour toutes ces raisons-là, que pour moi l'email c'est vraiment quelque chose de clé. Et même on peut commencer de façon tout à fait simple avec un fichier Excel en fait, où on note régulièrement les adresses email des personnes avec leur nom, prénom, juste quelques infos, à quel moment on les a rencontrés, par quel biais, voilà, quel service, quelle offre ils ont acheté, et commencer à tenir ce fichier-là pour peut-être un jour pouvoir l'intégrer aussi dans un outil d'emailing et commencer à lancer une newsletter. Euh,
Mais le tout est en fait d'y penser et de commencer à le faire et aussi d'avoir un peu ce réflexe systématiquement de récupérer les adresses des personnes. Surtout, ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés de demander ces emails, ne soyez pas gênés de les noter. Souvent, on a un peu un blocage par rapport à ça, parce qu'on pense aux grosses entreprises qui harcèlent un peu les gens en leur envoyant énormément de messages, etc., non sollicités. Enfin, non sollicités, on va dire, on a dû accepter en cochant une petite case quelque part quand on était d'accord, mais globalement, on n'a pas vraiment demandé de façon active à recevoir des mails d'artifs, NAC, etc. Et souvent, on garde un peu en tête cette idée que si on envoie un message aux personnes ou si on récupère leurs coordonnées, on serait en train de les harceler. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à déconstruire cette idée-là, puisque vous n'êtes pas une grosse entreprise déjà. Vous n'êtes pas voilà, une grosse marque. Donc le rapport avec vos clients, avec vos patients, il n'est pas du tout pareil. C'est un rapport en fait de personne à personne. Et si les gens sont venus vous faire confiance, qu'ils ont apprécié votre travail, je peux vous dire qu'ils seront vraiment, ils seraient vraiment heureuses de recevoir de vos nouvelles et d'être au courant de vos nouvelles propositions. Pensez par exemple à quelqu'un que vous adorez, avec qui vous adorez travailler, que ce soit, que sais-je, prof de yoga, pilates, méditation ou thérapeute, voilà, que vous fréquentez vous personnellement, quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui vous apporte du sens ou du soutien. Si cette personne, par exemple, écrit un livre, ou si elle écrit un article, ou si elle a un contenu intéressant à partager, est-ce que ça vous dérangerait de le recevoir? Je pense que non. Donc au contraire, je pense que vous serez très très content, ça vous fera plaisir. Donc mettez-vous de l'autre côté et dites-vous que vous avez toute votre place pour tisser ce genre de lien, sachant que l'email est vraiment un support qui permet de tisser des liens beaucoup plus pérennes et de qualité que les réseaux sociaux. Déjà parce que vous arrivez dans la boîte mail des personnes, qui est un espace beaucoup plus intime, beaucoup plus personnalisable aussi au niveau du message, et beaucoup plus personnel comme lien de confiance. Aussi, quand on est dans notre environnement email, boîte email, on a quand même une meilleure concentration en tant que lecteur, voilà, internaute. On a une qualité de l'attention qui est vraiment supérieure, rien à voir avec les réseaux sociaux où on est tous avec un peu un cerveau popcorn, même quand on est très entraîné euh, au niveau du développement personnel, on reste des humains et ces outils sont faits pour que notre cerveau il soit un peu en mode, voilà, en mode TikTok dans tous les sens. Donc clairement, si vous arrivez à établir en fait un lien par email avec vos clients, avec vos patients, ce sera vraiment un lien fort. Et même, on peut arriver jusqu'au moment où les personnes attendent avec impatience de recevoir notre lettre. Si en tout cas on arrive à construire un petit rituel, vraiment donner un rendez-vous régulier. C'est déjà arrivé, vraiment, je vous assure que ça peut être aussi votre cas. Ce qui est intéressant aussi à savoir, il y a différentes études qui ont pu mesurer ça, notamment aux États-Unis. On sait aujourd'hui que le retour sur investissement, c'est-à-dire tout simplement aussi entre effort, temps et énergie que vous mettez versus retour, voilà, en termes d'activité en face et de prise de rendez-vous, d'inscription, etc. Le retour sur investissement est clairement exceptionnel dans l'environnement email. Souvent, on va se dire oui, mais il y a quand même les spams, donc je suis pas sûre que les gens reçoivent, etc. Oui, il y a l'histoire des spams, clairement, mais on est très 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 loin, par exemple, des pourcentages de non-réception, quelque part, sur les réseaux sociaux, puisque peut-être que vous le savez, sur les réseaux sociaux, la moyenne à peu près, c'est 1% en fait de l'audience, de votre audience globale, seulement 1% voit réellement votre message. Donc, bon, ça diffère d'un compte à l'autre, mais on va dire que c'est un petit peu la moyenne et c'est ce qui se passe, notamment quand on n'est pas, voilà, justement une grosse boîte avec beaucoup de moyens. Contrairement donc en fait à l'email où on est dans un taux de délivrabilité quand même à 99%. Donc
quand même, principalement la plus grosse partie des personnes à qui vous envoyez votre newsletter ou vos campagnes email vont la recevoir et vont pouvoir la lire, l'ouvrir, etc. On sait aussi que on se fait dans le métier, on dit on se fait connaître par les réseaux sociaux et on vend par email, et ça se vérifie quand même énormément. Quand je discute avec mes clientes ou d'autres voilà, d'autres entrepreneurs, c'est quand même très très rare que les gens vendent par les réseaux sociaux. Et quand c'est le cas, c'est vraiment une stratégie très 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 développée, voilà, avec un gros travail de création de contenu, sauf si voilà c'est quelque chose qui vous passionne et que vous avez envie de vous investir là-dedans. Voilà, à l'inverse, si vous travaillez le côté email, vous n'aurez pas forcément besoin d'y passer autant de temps et de créer autant de contenu pour réussir en fait à faire passer euh, vos contacts froids, c'est-à-dire les personnes qui viennent tout juste de prendre conscience de ce que vous faites, de qui vous êtes, etc., de les faire passer à l'étape de client. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que je vous recommande clairement de considérer le support email si c'est pas encore quelque chose que vous avez l'habitude de travailler ou d'avoir un peu comme réflexe dans votre activité. Et donc la newsletter, au-delà de tout un tas de